Appel au calme et à la cohésion, le président de la République par intérim s'adresse aux forces armées et de sécurité du Mali après les affrontements de ce matin du camp Para de Djikoroni. Des jours après la débandade et la fuite des terroristes de Tombouctou, les fouilles se poursuivent avec la découverte dans les locaux de la police islamique de la fameuse hache qui a coupé bien des mains au nom de la charia. Bientôt, un plan d'action pour les manuscrits de Tombouctou. La France et l'UNESCO se mobilisent. Ils envisagent de mobiliser 4 à 5 millions d'euros pour faire un travail d'évaluation et la reconstitution des manuscrits qui ont subi la rage des terroristes à Tombouctou. Avec moi aussi sur ce plateau, Mahamadou Koné, pour faire le point du communiqué du procureur général près la cour d'appel relatif à la liste des personnes devant répondre devant les juridictions nationales et internationales. Nous sommes vendredi 8 février. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal que nous ouvrons par ce message du président de la République par intérim, le professeur Djankounda Traoré aux forces armées et de sécurité du Mali, suite aux affrontements qui ont eu lieu aujourd'hui au régiment des commandos parachutistes à Djikoroni Para. Le président de la République par intérim, le professeur Djankounda Traoré, s'est adressé encore une fois aux forces armées et de sécurité du Mali. Pour ta prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous réunis. Un peu, un but, une foi, pour une Afrique unie. Si l'ennemi découvre son front, au-delà ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau sera liberté pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat sera l'unité. Oh Mali d'aujourd'hui, oh Mali de demain, les chantreries d'espérance, les cœurs vibreux de confiance. Soldats de l'armée malienne, c'est profondément attristé que je m'adresse à vous ce soir suite aux événements de ce jour 8 février 2013. Oui, j'aurais préféré m'adresser à vous pour vous féliciter de l'action que vous menez au nord de notre pays et des victoires remportées en compagnie de nos frères et de nos alliés sur notre ennemi commun. Hélas, c'est suite au triste spectacle d'échange de tirs fratricides entre vous, au grand désespoir du peuple malien, et à un moment où la principale préoccupation de chaque Malien et de chaque Malien devrait être constituée par les opérations que nous sommes en train de mener au nord contre le terrorisme et les crimes organisés qui ont soumis pendant de trop longs mois déjà nos compatriotes du Nord à un véritable calvaire. Devant un tel spectacle, quel sentiment croyez-vous qu'éprouvent vos frères, vos compagnons d'armes, venus vous offrir de mourir à vos côtés pour sauver votre pays? Le sentiment, simplement, que certains d'entre nous n'ont toujours pas compris la gravité de la situation dans laquelle nous nous trouvons, ou tout simplement ne donnent aucune importance à l'existence même de leur patrie. Le sentiment qu'ils sont venus peut-être mourir pour rien. En conséquence, je vous demande d'arrêter définitivement ces affrontements répétés au sein de l'armée malienne qui doit tout faire pour se ressaisir et se hisser à hauteur de mission.
Ceux qui nous observent sont perplexes. Ils ne comprennent pas ce qui arrive aux Maliens. Ils ne comprennent pas cette image si négative du peuple malien que certains s'évertuent à leur envoyer. Pour nous-mêmes, pour le Mali et pour eux, je vous exhorte à arrêter ces comportements où la raison est totalement absente et où l'ego, si mauvais conseiller, est seul présent. L'armée malienne a certainement bien d'autres choses à faire que ce à quoi nous avons assisté aujourd'hui. Dès lundi, le Premier ministre recevra les représentants du régiment des commandos parachutistes avec la hiérarchie militaire pour trouver une solution définitive à cette crise. J'ose espérer que chacun a pris conscience de la gravité de ce qui s'est passé pour ne pas compromettre davantage l'union sacrée, indispensable pour relever les défis qui sont les nôtres en ces moments difficiles. Je compte sur le sens patriotique et l'attachement de tous à la quiétude de nos paisibles populations et je suis sûr que vous ne nous décevrez pas. En votre nom à tous, au nom du gouvernement et en mon nom personnel, je présente nos excuses sincères à nos hôtes africains et français. Vive l'armée malienne réconciliée avec elle-même. Vive le Mali. Que Dieu vous bénisse. Attends, nous serons tous réunis, un peu, un but, une fois, pour une Afrique unie. Si l'ennemi découvre son front, au-delà ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau sera liberté pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat sera l'unité. Au Mali d'aujourd'hui, au Mali de demain, les chants fleuris d'espérance, les cœurs vibrent de confiance. Mesdames et messieurs, c'était donc là l'adresse du président de la République par intérim suite aux affrontements qui ont eu lieu aujourd'hui au régiment des commandos parachutistes de Djikoroni Para. Et le gouvernement du Mali informe l'opinion nationale et internationale que suite à ces affrontements qui ont eu lieu donc ce jour vendredi 8 février 2013 au camp du 33e régiment des commandos parachutistes de Djikoroni, il a été déploré la mort de 2 adolescents et 13 blessés dont 3 graves. Des dégâts matériels importants ont été également constatés. Le gouvernement présente à cette occasion ses condoléances les plus attristées aux familles des personnes disparues et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Les choses se précisent de plus en plus par rapport aux crimes commis dans le nord de notre pays. C'est ainsi le procureur général près la cour d'appel vient de rendre publique la liste des personnes faisant l'objet de mandats d'arrêt national et international. Pour un début, 28 personnes recherchées pour divers motifs. Ils sont essentiellement du MNLA, d'Ansardine et du Moujao. Le communiqué du procureur près la cour d'appel vous est livré ici par Mahamadou Kone. Bonsoir Mahamadou Kone. Bonsoir Aoui, bonsoir à tous les téléspectateurs. Le procureur général près la cour d'appel de Bamako porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que des poursuites ont été engagées contre plusieurs responsables et des mouvements criminels suivants MNLA, Ansardine, Mujiao et des narcotrafiquants, et tous font l'objet de mandats d'arrêt à exécuter tant sur le plan national qu'international.
La Cour pénale internationale ayant déjà été saisie des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, les faits qui leur sont reprochés sont entre autres terrorisme, sédition, crimes portant atteinte à la sécurité intérieure de l'État, à l'intégrité du territoire national par la guerre, l'emploi illégal de la force armée, la dévastation et le pillage public, crimes et délits à caractère racial, régionaliste et religieux, trafic international de drogue. Parmi les nombreuses personnes poursuivies, on peut citer entre autres, du côté d'Ansardine, Iyad Ag Gali, Al-Gabas Ag Intala, Hamada Ag Bibi, Sheikh Ag Aoussa, Sultan Ould Badi de Ansar Sharia, Amada Ag Hama alias. Donc, après cette interruption indépendante de notre volonté, nous continuons donc avec ce communiqué du procureur général près la cour d'appel de Bamako. On était donc au niveau de Ansar Dine. Les personnes poursuivies sont donc Iyad Ag Gali, Al-Gabas Ag Intala, Hamada Ag Bibi, Sheikh Ag Aoussa, Sultan Ould Badi de Ansar Sharia, Amada Ag Hama, alias Abdelkrim El Tarki, Akmi, Omar Ould Hamaha, Ansar Sharia plus Akmi, Sidi Mohamed Ould Boumana, alias Sanda, Akmi. Du côté du Moujiao, Shérif Ould Ataher, connu sous le nom de Shérif Ould Tahar, aussi narcotrafiquant. Abdrahman Ould El Amr, alias Ahmed El Tlemsi. Aliou Maman Touré, T. Emenela, Bilal Ag Asherif, Mohamed Djeri, Mohamed Ag Najim, Hama Ag Mossa, Deti Ag Sidimou, narcotrafiquant, Ibrahim Ag Mohamed Afale, Iglas Ag Oufen, Bay Ag Diknan, Moussa Ag Afarid, Abdallah Ag Al-Bakay, Madi Ag Bohada, les narcotrafiquants maintenant. Mohamed Ould Ahmed Deya, dit Mohamed Rougui. Dina Ould Daya, Mohamed Ould Sidati, maire de Ber, Baba Ould Sheikh, Mohamed Ould Wenat, Abinadi Ag Abdallah, maire de Aguelok. C'est l'occasion d'affirmer de nouveau que l'impunité constitue un terrain favorable à l'amplification des phénomènes criminels, chose qui ne saurait aller avec l'exigence de l'état de droit et de construction d'une véritable démocratie. C'est donc là, à Oyi Touré, le communiqué du procureur général près la cour d'appel de Bamako. Merci Mahamadou Koné. Vous allez rester avec nous pour suivre le cours de ce journal avec cet important communiqué du ministre de l'économie, des finances et du budget. Le ministre de l'économie, des finances et du budget informe l'ensemble des opérateurs économiques et fournisseurs de l'État qu'il lui a été donné de constater que certains prestataires exécutent des travaux, font des prestations ou effectuent des livraisons sans engagement préalable visé au contrôle financier en violation des procédures d'exécution des dépenses publiques. En exécution de ces procédures, par conséquent, le ministre de l'économie, des finances et du budget rappelle que tout opérateur économique qui exécute des travaux, fait des prestations ou effectue des livraisons à une administration publique sans avoir au préalable obtenu un bon d'achat dûment visé du contrôleur financier le fait à ses risques et périls. Situation de guerre, les premiers formateurs européens sont arrivés à Bamako. C'est une équipe précurseur forte de 70 personnes. Il s'agit de mieux informer l'armée malienne afin qu'elle puisse assurer efficacement sa mission de défense nationale. Bourama Traoré. À bord de cet avion militaire, 70 formateurs européens de haut niveau, une équipe précurseur chargée de la formation de l'armée malienne.
Notre mission est d'aider à la reconstruction de l'armée malienne, c'est surtout de permettre à nos camarades maliens de reconquérir, de tenir l'ensemble de leur territoire et donc bien de disposer d'une force armée apte à s'engager le plus tôt possible. Donc notre mission revêtira plusieurs aspects. Un aspect bien évidemment, conseil, expertise dans des domaines bien spécifiques et puis un domaine formation de façon à ce que l'armée malienne dispose le plus rapidement possible de bataillons aptes à s'engager. S'engager dans le combat contre les terroristes. Au total, 4 bataillons seront formés, mais ces chiffres pourraient évoluer selon les besoins du pays. La formation qui dure 15 mois comporte 2 volets. Alors, une sur Bamako, pour la partie constater la chaîne de commandement, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, et puis un deuxième volet, le volet formation, qui normalement s'organisera autour de Koulikoro. Il y aura aux alentours de 200 formateurs dédiés exclusivement à la formation. Une formation à laquelle une quinzaine de pays européens devraient participer. Aide humanitaire encore, l'Arabie Saoudite qui se manifeste avec 100 tonnes de vivres du royaume viennent d'arriver donc dans notre pays à bord d'un cargo réceptionné par l'ambassadeur du royaume d'Arabie Saoudite dans notre pays et le ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées. Ibrahima Traoré était présent à l'aéroport international de Bamako-Sénou. À l'aéroport international de Bamako-Sénou, les avions des Amis du Mali se succèdent pour apporter leur soutien au pays. Ce vendredi, on a accueilli un deuxième gros porteur d'Arabie Saoudite à bord, 100 tonnes de vivres, notamment de riz, du sucre, du lait en poudre ou encore de l'huile. Le royaume accompagne ainsi le Mali pour faire face à la situation humanitaire. Les relations qui unissent le royaume d'Arabie Saoudite et la République du Mali, surtout en matière diplomatique, remonte très loin. Cette aide a été acheminée ici sur ordonnance du serviteur des 2 saintes mosquées, le roi Abdallah bin Abdelaziz. Sidibé rassure que le don sera utilisé très vite au profit des populations victimes de la crise du Nord. C'est destiné aux populations qui sont des populations déplacées, des populations qui sont restées dans les régions du Nord Mali, Gao, Tombouctou, Kidal. Vous le savez aussi bien que moi que l'accès à ces zones est encore sous contrôle militaire, mais dès que nous avons l'opportunité, ça sera acheminé vers ces populations. D'autres aides multiformes sont annoncées dans les jours et semaines à venir. Dans le même temps, les autorités maliennes entendent redoubler d'efforts pour relever le défi de la situation humanitaire. Cette autre actualité, les terroristes ne relâchent pas avec le crime. Un individu portant une ceinture explosive s'est fait déclencher ce matin sur la route reliant Gao à Bourem. Voulant faire des victimes parmi les militaires maliens du poste de contrôle, finalement le kamikaze est parti, tenez-vous bien, tout seul en enfer après une explosion qui l'a mise en menu morceaux et fait un blessé léger parmi les militaires présents. Selon un habitant de Gao ayant requis l'anonymat, il y a eu plus de peur que de mal et cet habitant est au micro depuis Gao, au micro de Tchessira Emmanuel Dambélé. Moi, je suis un habitant de Gao. J'habite même loin des militaires ce matin. On s'est levé ce matin de bonne heure avec un grand bruit de tournement. Et dans peu de temps, on s'est retrouvé dans la rue pour voir ce qui s'est passé. On voit un élément à moto qui s'est fait déboulonner, on peut dire même qui s'est fait exploser par une bombe. Dieu merci, il a raté sa cible parce qu'il voulait vraiment s'enfoncer directement sur les militaires. Mais il s'est même explosé avant d'arriver aux militaires. Je crois que c'est par le fragment de sa bombe a fait un petit ricochet parmi les militaires. Il y a eu un petit blessé léger. On a su ensuite amener à l'hôpital. Sinon, on quand même, il s'est transformé en mort. Il n'était pas passé au centre-ville. L'élément en question était une moto sans issue. Donc, il a foncé sur la position avancée qui est sur la route de Bourem. Selon certaines informations, toutes les charges qu'il avait n'ont pas pu exploser. Oui, sa charge qui a explosé contre lui-même, ça c'est sa ceinture. Mais il y a une autre charge qui est derrière lui, qui transportait, qui ressemble à un obus. Mais cette charge ne s'est pas explosée. C'est tombé à quelques mètres du lieu. Mais est-ce que cela signifie que Gao n'est pas suffisamment sécurisé malgré la présence des forces de l'ordre de l'armée? Nous ne pourrons pas le dire parce qu'en toute fragilité, dans toutes les rues qui rencontrent les militaires, que ce soit militaires maliens, nigériens, français, et même les nouvelles qui sont arrivées, tout le monde est dans les rues, patrie
porte par porte, rue par rue. Donc on ne peut pas dire que Gao n'est pas sécurisé. Seulement, c'est des gens qui veulent vraiment se faire entendre, sinon il y a plus de crainte que de mal. Comment se passe la collaboration entre les populations et les militaires français, maliens et africains? Vraiment très excellente. Même ce matin, il y a eu un forum de la jeunesse. Et ce forum vraiment parlait de la paix et de la réconciliation. Il y a la présence du maire et beaucoup d'autres notables. Parmi eux, il y a des notables tamasheks, il y a des notables arabes qui ont vraiment participé à la réunion ce matin. La vie reprend son cours normal parce que tout le monde est dans la rue, les achats, les boutiques sont ouverts. Seulement, la nuit, à une certaine heure, il y a le couvre-feu, donc les gens s'abstenaient. Ils restaient dans leur maison, c'est normal pour leur propre sécurité. Mais visiblement, le tronçon Bamako-Gao n'est pas encore ouvert à la circulation. N'importe qui ne peut pas aller à Gao maintenant. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, on entendait dans la ville qu'un convoi vient de rentrer, vraiment un grand convoi. Donc, beaucoup de commerçants attendaient seulement à ce que le corridor Gao-Sévaré soit ouvert pour alimenter la ville. Situation de guerre, l'armée malienne très engagée dans cette guerre contre les terroristes et dans la stratégie de mise en place de la contre-offensive de l'armée malienne contre les terroristes à partir de Konna. La garde nationale a été pour beaucoup dans la réussite des dispositifs militaires. Dénommé Bataillon de l'Est et sous le commandement d'Élisée Ndaou, la troupe avait pour mission de couper les arrières de l'ennemi de Banyagara en Douazan à Douanza en passant par Koro et Bankas et assurer la jonction avec les autres forces armées pour libérer Douanza, puis Ombori, Gossi et Gao. Un dispositif particulièrement exécuté avec le courage d'un corps fait d'abnégation et d'un don de soi que nous présentent ce soir nos envoyés spéciaux sur la ligne de front, Moussa Arimeiga et Aliou Touré. Nous sommes ici à Wabaria, à l'entrée du pont de Gao, où au nombre des troupes accueillies à l'arrivée, le bataillon de l'Est, qu'on appelle la garde nationale du Mali, une formation militaire au sein des forces armées. Son engagement dans la contre-offensive de l'armée malienne contre les terroristes depuis Konna a été pour beaucoup dans la déroute des islamistes dans le secteur de Bandiagara, Koro, Bankas et Douanza, où, aux côtés des autres forces, elle avait la charge de couper les arrières de l'ennemi. Une partition parfaitement jouée qu'apprécie ici la hiérarchie du commandement. Notre rôle a été quand même pas négligeable du tout. D'abord, quand nous étions en statique au niveau de Bandiagara, donc le front Est, nous avons développé une sorte de dynamique, un contrôle de zone adapté à toute cette situation-là, à ces tentatives que faisaient les ennemis, que nous avons pu contrecarrer. Donc, avant de faire maintenant une offensive sur les villes du Nord, Douanza d'abord, ensuite sur Gao aujourd'hui. Et quand on s'intéresse au moral des troupes, après de tels succès militaires, c'est avec appréciation positive que la hiérarchie de commandement le décrit. Les hommes qui sont aujourd'hui avec moi ici ont le moral très haut parce qu'ils sont conscients de l'enjeu qu'il y a, ils sont conscients de la situation et ils sont prêts à aller partout où le devoir va les appeler. Donc ça c'est clair. Et la plupart de ceux que vous voyez ici sont conscients volontaires. Quand on quittait à Bamako encore en avril passé, ces groupes ont été construits par des gens qui étaient essentiellement des volontaires, qui ont été rejoints par d'autres volontaires encore, et vraiment ils sont engagés. Voilà, donc le moral est vraiment bon et tout le monde est prêt, tout le monde est conscient. La garde nationale du Mali est un des corps des forces armées et a une parfaite connaissance du terrain, qui a conscience aussi, à l'instar des autres, de ses missions de défense opérationnelle du territoire, de la sécurité des personnes et des biens, pour lesquels l'engagement sera toujours tenu au profit des populations maliennes. Parole d'officier. Et nous sommes prêts et nous voulons vraiment rassurer davantage notre peuple. Et leur dire que la mission pour laquelle nous avons été investis, ce qui nous a été confié, c'est-à-dire leur sécurité et la sécurité de leurs biens, nous sommes prêts à l'assurer. Nous sommes prêts à assurer cette mission-là. Nous n'aurons de répit que quand notre peuple pourra se reposer. Tant qu'une partie du territoire national sera sous occupation des groupes armés, de quelque ordre que ce soit, nous n'aurons pas de répit. Et tant que ce peuple-là ne verra pas la paix et la paix de manière totale, nous ne pourrons pas nous reposer. Il n'y a pas de repos pour nous. Et tous ceux qui sont ici le savent, hein, tous sont engagés, sont pressés de continuer pour que vraiment on finisse cette histoire-là.
La gendarmerie, dans le cadre de la recherche des objets suspects, a découvert dans les locaux de la police islamique une hache qui, selon les gendarmes, a probablement servi à l'amputation des mains de supposés voleurs. Et ça, c'est à Tombouctou. À ce jour, l'instrument est gardé au niveau du camp militaire de Tombouctou. Envoyés spéciaux Chirfi Moulay et Adama Djimde. Ce bâtiment, siège d'une banque de la place, a servi de police islamique aux djihadistes. Les paisibles citoyens appréhendés par ces derniers y étaient conduits et emprisonnés. La sentence était sans appel. Cette hache a été découverte par la gendarmerie dans ses locaux. Elle a probablement servi à exécuter les actions les plus cruelles possibles. Cette hache que vous voyez a été retrouvée à la BMS, qui servait de commissariat islamique pour les islamistes. Alors au cours des fouilles, on a récupéré cette hache-là. Elle servait à couper soit les têtes ou les mains ou les bras. Alors vous la voyez, les maculures de sang, alors, ce qui prouve que cette hache a été utilisée, en tout cas pour rendre leur charia. La gendarmerie a également découvert plusieurs autres armes et munitions appartenant aux Moudjahidines. Restons à Tombouctou où les terroristes, dans leur rage après moi le déluge, se sont attaqués aux équipements de l'ORTM Tombouctou, des consoles en passant par les studios de diffusion et de production jusqu'à l'émetteur et la climatisation centrale. Tout est parti en feu en quelques secondes. Suivez tout simplement le constat fait par nos envoyés spéciaux Chirfi Moulay et Adama Djimde. L'ORTM Tombouctou, les djihadistes y ont logé pendant 9 mois. Un bâtiment apparemment intact, loin de là. La cabine de diffusion a tout l'air d'une cuisine. Console, ordinateur et autres armoires calcinées. Même scénario pour le studio de diffusion et la cabine de production avec une porte super blindée. De gros moyens ont été certainement déployés pour la défoncer. L'émetteur et le régulateur de tension n'ont pas échappé à la folie meurtrière des occupants. Le bureau du chef de production est un dépotoir d'armes. Le groupe électrogène a reçu des rafales de balles. La climatisation n'a pas échappé. Compte tenu de l'intensité des frappes françaises, les Moudjahidines n'ont pas eu le temps de s'occuper des 2 pylônes. Dans la précipitation, ils ont mis feu à cet engin venu de quelque part. En deuxième région, le gouverneur accompagné d'une forte délégation a rendu visite au contingent nigérian basé dans le cercle de Banamba. Sur place, le chef de l'exécutif régional a remis des bœufs à la troupe nigérienne. Voilà ce que nous dit dans ce reportage Fousseini Tunkara. Le gouverneur de la deuxième région voulait s'enquérir des conditions de vie du contingent nigérian déployé dans le secteur de Banamba dans le cadre de la mission internationale de soutien au Mali MISMA. Le chef de l'exécutif régional dit également venir remercier au nom de toute la population de la région de Koulikoro les soldats nigérians pour leur geste de solidarité envers notre pays. À l'issue de la visite, le gouverneur Tessougé s'est dit satisfait. Le constat qui se dégage, c'est qu'ils sont vraiment engagés. Ils sont engagés et ils cherchent des solutions à travers les autorités locales et les populations. Le chef du contingent a demandé pour que les gens collaborent avec eux et leur apportent les renseignements nécessaires chaque fois qu'ils détectent un individu suspect. Et je veux vous mettre à l'aise tout de suite que ça va au niveau de la région de Koulikoro. On n'a rien à signaler et le calme règne. Cette troupe nigérienne basée à Banamba depuis 10 jours est composée de soldats guéris. Leur mission, sécuriser les points stratégiques de la région de Koulikoro. Dans son intervention, le commandant adjoint du contingent nigérian s'est dit impressionné par la franche collaboration de la population et des autorités locales. Pour l'officier, cette bonne collaboration facilitera à plus d'un titre leur mission. Il y a une franche collaboration entre eux, la population, même souvent s'ils sont en patrouille, les enfants les saluent, vraiment ils sont très contents. Il dit qu'eux-mêmes en quelque sorte ils sont habitués à de tels problèmes puisque chez eux là-bas aussi il y a le Boko Haram qui fait terreur. L'objectif principal fait vraiment la sécurité, rien que la sécurité. Avant de quitter les lieux, le gouverneur a remis 2 bœufs à la troupe nigériane en guise d'encouragement.
La crise malienne n'affecte pas que le nord du Mali. La région de Kayes également en souffre beaucoup. Depuis le début de la guerre, les populations de Kayes vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Le constat a été fait à Paris à la faveur d'une rencontre qui a regroupé la mairie d'Ivry dans la région parisienne et les ressortissants maliens. Correspondance depuis Paris de Makanfi Konaté. Qu'il s'agisse de la suppression des vols directs sur la ville de Kayes ou de la suspension de la coopération décentralisée, les immigrés maliens de la région de Kayes et leurs familles restées au pays paient un lourd tribut à cette crise dans le nord du pays. La région de Kayes fait frontière avec la Mauritanie. Et que donc, vous savez qu'il y a beaucoup de djihadistes qui se promènent dans la nature. On avait des vols directs sur Kayes. Depuis qu'il y a eu cette crise, au Mali, on n'a plus de vols sur Kayes. On a beaucoup de coopération décentralisée. Aujourd'hui, les messages tels qu'aucun partenaire français ne peut se rendre dans nos communes, dans nos villages. Après un échange fructueux entre la mairie et la communauté malienne d'Ivry, les Maliens ont trouvé une municipalité à l'écoute de leurs préoccupations et surtout prête à s'engager dans les efforts de reconstruction. La mairie d'Ivry est totalement d'accord pour continuer à renforcer sa solidarité avec le peuple malien, en particulier, je dirais, puisque nous avons une coopération qui existe depuis longtemps avec Diangardé, et faire en sorte que nous puissions apporter une certaine aide dans tous les domaines, que ce soit la santé, que ce soit l'école. Jumelés avec la commune d'Ivry depuis 2005, les 14 villages de la commune rurale de Dianguirdé dans le cercle de Djema attendent avec impatience la fin de cette crise dans les régions nord du Mali. Je vous le disais dans les titres, bientôt sera mis sur pied un plan d'action pour les manuscrits de Tombouctou. L'initiative est développée par la France et l'UNESCO. Et déjà, l'UNESCO, par la voix de sa directrice générale, envisage de mobiliser 4 à 5 millions d'euros pour faire un travail d'évaluation et la reconstruction des manuscrits qui ont subi la rage des terroristes à Tombouctou. C'est la directrice générale de l'UNESCO qui l'a annoncé ce matin à Paris. L'UNESCO prépare un plan d'action pour évaluer les dommages causés à Tombouctou par l'occupation islamiste. Selon les premières estimations, il faudra débloquer entre 4 et 5 millions d'euros pour la seule reconstruction des 11 mausolées de la ville rasés par les groupes armés. Nous devons faire une évaluation des dégâts. Nous sommes prêts à envoyer une mission d'experts dès que la situation sera sécurisée là-bas. La plupart des tombeaux de saints sont en fait dans des demeures de grandes familles qui se sont bien gardées pendant les 10 mois d'occupation de la ville de dévoiler leur existence, permettant ainsi leur préservation. Ce sont ces mêmes familles, une trentaine, qui détiennent la majorité des 300 000 manuscrits de Tombouctou, un véritable trésor remontant au XVe et XVIe siècle. Les autorités locales estiment que 2 à 3 000 manuscrits ont été détruits dans l'incendie causé par les islamistes avant leur fuite de la ville. Nous avons collecté suffisamment d'informations. Nous avons les plans et nous disposons de photos de ces manuscrits. Nous devons les restaurer. C'est important pour le Mali et pour le monde entier. La directrice de l'UNESCO a accompagné le président français François Hollande lors de sa visite à Tombouctou la semaine dernière. François Hollande a aussi promis l'aide de la France pour la réhabilitation de ces manuscrits. Il va falloir remplacer le matériel de numérisation pour que la digitalisation qui venait de commencer puisse reprendre. Le reste de l'actualité en Afrique, à pas de course en Zambie, une collision entre un bus et un camion des pluies diluviennes en Mozambique et le Sénégal avec le démarrage du premier tribunal spécial pour juger l'ancien président tchadien Hissène Habré. C'est le premier tribunal panafricain pour juger un Africain. Le tribunal spécial qui doit juger Hissène Habré a commencé son travail aujourd'hui à Dakar. Pas de date fixée pour le procès. Il devrait avoir lieu après plusieurs mois d'instruction. Cela faisait 7 ans que l'Union africaine avait confié au Sénégal le soin de juger Hissène Habré. Dakar y avait mis peu d'empressement. Jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Macky Sall, les victimes tchadiennes attendaient ce moment depuis plus de 20 ans.
C'est une immense satisfaction. Les victimes qui se battent avec persévérance et ténacité sont finalement récompensées. Le dictateur tchadien en exil à Dakar est accusé de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et torture. Selon les ONG, 40 000 personnes auraient été tuées sous sa présidence. Un dramatique accident de la route en Zambie. 53 personnes ont été tuées dans une collision entre un bus et un camion. Les victimes se trouvaient à bord de ce bus qui reliait la capitale à la ceinture de cuivre au nord du pays. Drame, dans ce pays de 13 millions d'habitants, les accidents de la route font chaque année 1200 victimes. Le Mozambique sous les eaux. Les inondations qui frappent le pays ont déjà fait 70 morts. Dans la vallée du fleuve Limpopo, 180 000 personnes ont dû quitter leur maison pour se réfugier sur les hauteurs. Le nord du pays n'est pas épargné. Cela faisait 10 ans que le Mozambique n'avait pas connu une saison des pluies aussi meurtrière. Retour à l'actualité nationale, le regroupement de 12 partis politiques, 23 associations a organisé une conférence de presse en commune 1 du district de Bamako. Une conférence de presse précédée par un don de sang de 120 membres du regroupement. Cérémonie suivie par Moïse Traoré. Le Front pour le Mali et la République, FMR, s'exprime sur la situation à Kidal. On négocie avec des gens qui sont désarmés. Si en négociation, ce n'est pas avec des armes qu'on négocie. À un moment donné, ces gens-là étaient en position de force. On a tout fait pour négocier, ils ont refusé. Maintenant qu'ils sont en position de faiblesse, ce n'est pas le moment de négocier. Il faut aller jusqu'au bout. La conférence de presse a été précédée d'une opération de collecte de sang. L'important aujourd'hui, c'est le sang. Le sang, c'est une priorité pour contribuer à l'effort de guerre. C'est pourquoi les 12 partis politiques, les 23 associations se sont réunis et ont estimé qu'il faut procéder à des dons de sang. La collecte du précieux liquide intervient après un don de vivres, de vêtements et de fournitures organisé par le Front au profit des déplacés du Nord dès avril 2012. Le Front pour le Mali et la République est présidé par l'Union des forces démocratiques, UFD, du défunt maître Demba Diallo. L'accompagnement des déplacés du Nord, le comité syndical de l'ORTM n'a pas voulu rester en marge. Le comité vient d'offrir 10 tonnes de riz aux agents de l'ORTM déplacés des régions de Tombouctou, Gao et Kidal. Il a également offert des dons divers aux déplacés résidents dans différents quartiers de Bamako. Rachel Tessougué. Dans un élan de solidarité, le comité syndical de l'ORTM vient d'offrir du riz aux agents de l'ORTM déplacés des régions du Nord. Les déplacés résidant à Nyamana, Doumanzana, Faladje et Bakodjikoroni ont également reçu des dons divers. Aujourd'hui, nous sommes au terme de la nuit de la solidarité que nous avions organisée en faveur des déplacés des régions du Nord. Nous avons payé 10 tonnes de riz et tout frais confondus, si nous essayons de faire une analyse. En dépenses d'organisation, nous avons dépensé 10 500 000. En dépenses d'achat de produits alimentaires en faveur des régions du Nord, c'est-à-dire nous commençons pour Ségou Mopti, où la dépense va s'élever à 6 500 000. La direction de l'ORTM a profité de l'occasion pour féliciter ses agents qui ont fait preuve de bravoure malgré la situation difficile dans laquelle ils vivaient depuis l'occupation des Nord. Le Nord, et chacun d'entre eux a raison son poste et a fait savoir qu'il soit à Kidal, ou qu'il soit à Kaye, ou qu'il soit à Mokoville ici. Donc je les remercie beaucoup et je les félicite de l'œuvre accomplie pour la nation. Les bénéficiaires ont salué ce geste de générosité. Je suis ravi, le geste a été fait, je crois que ça s'est à saluer. Je suis très content au nom de l'ensemble des travailleurs des stations régionales du Nord. Je suis à la fois satisfait et comblé de joie par rapport à cette donation-là. Nous sommes très contents, de la part, surtout de la part de l'ORTM. En déplacé du Nord, le comité syndical de l'ORTM a permis l'armée pour soutenir l'effort de guerre.
Une nouvelle infrastructure d'une valeur de 15 millions de francs CFA est le fruit d'un partenariat fécond entre la protection civile et PMU Mali. Agibou Koulibaly. L'infirmerie de la protection civile de Dravella, qui vient d'être inaugurée par le ministre de la Sécurité intérieure et de la protection civile, permettra non seulement d'offrir les premiers soins aux malades du quartier et environ, mais aussi d'apporter des secours de proximité aux accidentés de la voie publique. Elle est composée d'une salle de soins, d'une salle de réception, d'une salle d'accouchement, d'une salle d'hospitalisation, d'une salle de garde et d'un bureau du médecin. Le PMU Mali, animé d'une volonté manifeste de voir prospérer le service de secours du Mali, a une fois de plus accepté volontiers le financement de la construction d'une infirmerie au sein de la première compagnie de sapeurs-pompiers de Dravella. L'équipement de cette infirmerie a été rendu possible grâce à l'appui technique et financier du PMU Mali, la Direction centrale des services de santé des armées, la Direction nationale du développement social et le soutènement Malitel. Cette infirmerie, c'est la bienvenue, car non seulement ça va renforcer la prise en charge de nos personnels, de leurs familles, mais aussi à une amélioration de la santé de la population. Cet acte humanitaire de PMU Mali est apprécié par le premier responsable du département de la sécurité intérieure et de la protection civile. Nous souhaitons ardemment que le partenariat fécond qui est établi entre la protection civile et le PMU Mali, n'est-ce pas, se poursuivre de la plus belle manière. Nous remercions également le directeur central du service de santé des armées, qui a aussi quand même contribué à la réalisation de cette infrastructure. Ce secteur-là, vraiment, donc nous leur demandons de continuer vraiment à civil, qui a occasion de porter secours et action. En plus de ce geste, le PMU Mali avait financé l'extension territoriale des services de protection civile dans les capitales régionales qui ont abrité la CAN 2002. Avant de refermer ce journal Coupe d'Afrique des Nations, la compétition reprendra demain et le Mali jouera la petite finale contre le Ghana, match que vous pourrez suivre en direct sur cette même chaîne de l'ORTM. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, samedi, on aura une seule édition, et ça sera celle de 13h, qui vous sera présentée par Sira Bachili et Hunter. Vous serez avec Ibrahima Djambele. L'information continue sur notre site www.ortm.ml.